Bonjour et bienvenue sur We Do Biz. We Do Biz, la radio des TPE-PME. Vous êtes dans We Move, l'émission qui met en avant les jeunes entrepreneurs. Et je suis donc Bénédicte Sanson, cofondatrice et déléguée générale du Move. Et j'accueille aujourd'hui en grand témoin donc Éric Lemoine pour la deuxième séquence. Bonjour Éric. Bonjour, rebonjour. Et Eric est directeur général associé de Meanings. Il va nous en parler dans quelques instants. Et ensemble, nous allons faire parler François Jaubert, fondateur de Mainlib. Bonjour François. Bonjour Bénédicte. Eric, en quelques mots, pour ceux qui n'ont pas eu la grande chance de nous écouter il y a 15 jours, est-ce que tu peux nous représenter Meanings et puis ton parcours de serial entrepreneur ? Alors, pour l'actualité, Meanings, c'est une agence corporate de 81 personnes qui est située à Paris, à Stalingrad, et qui gère les problématiques de communication interne, externe, soit d'entreprises du CAC 40, style Vinci, Air Liquide, Air France, etc., ou de grandes institutions comme l'État français avec le ministère du Travail, le ministère de la Santé, ou la région Île-de-France, pour laquelle on gère le site web Créer sa boîte, qui est le portail des créateurs d'entreprises en Île-de-France, qui fait 40 000 visiteurs uniques et que l'on anime maintenant depuis 4 ans. Donc c'est un peu notre bébé et on aime particulièrement ce projet avec ses clients particuliers. Donc les entrepreneurs, tu connais. Oui, depuis quelques années d'ailleurs. Ça te connaît d'ailleurs, tu accompagnes les jeunes entrepreneurs, tu aimes beaucoup ça. Eric est mentor, François Jaubert, donc tu as créé Mainlib en 2013. En créant Mainlib, tu as pensé aux frères Dalton, je crois. Oui, c'est ça. En fait, raconte-nous, c'est quoi cette société ? On est parti d'un constat, d'un problème assez évident pour tout le monde, qu'on le vive ou qu'on le voit au quotidien. À Paris, il y a beaucoup de gens qui roulent en scoot, qui roulent en moto. Les gens, ils veulent aller vite. Les gens, ils veulent pouvoir se garer un peu partout, gratuitement. Le deux roues, évidemment, c'est synonyme de liberté. Et donc, il y en a de plus en plus. Et le problème, quand on roule à deux roues, c'est qu'on doit mettre un casque. C'est obligatoire. Donc, évidemment, sur le scooter, sur la moto, c'est pas trop un problème parce qu'on en a besoin pour la sécurité. En revanche, dès qu'on n'est plus sur son véhicule, là, ça devient encombrant. Ça devient un boulet. Ça devient le boulet des frères Dalton. On se trimballe avec son casque dans les mains au quotidien. On est prisonnier, on a les mains liées. Et nous, on est parti de ce problème-là. On s'est dit, mais c'est fou qu'il n'y ait pas de solution pour ces gens-là. Alors évidemment, on peut le mettre dans son scooter, dans sa selle ou dans son top case. Dans une ville comme Paris, il y a beaucoup de vandalisme, il y a beaucoup de vols dans les véhicules. Et quand on s'est fait voler une fois son casque qui vaut plusieurs centaines d'euros, on le garde avec soi et on le trimballe partout. Et donc, on a décidé de trouver une solution à ce problème, de redonner de la liberté à ces gens. Très bien. Alors, cette société, elle existe depuis 1 an maintenant ? Oui, c'est ça. Et donc, vous en êtes où ? On a développé, à partir de cette idée, à partir de ce constat, on a décidé de développer un produit. Alors, quand on sort d'école de commerce comme moi, sortir un produit de terre, un produit un petit peu industriel en plus, c'est assez compliqué. C'est quelque chose, c'est une belle montagne à gravir. Ouais. Mais ça, c'est l'entrepreneuriat. Exactement. Ouais, oui, mais par rapport à d'autres entrepreneurs qui sont partis plutôt sur des services en ligne, le hardware, c'est hard. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Et ça, c'est génial. Raconte. On est content. Vous êtes 3 associés. Est-ce que vous êtes complémentaires, justement ? Ouais, justement, il a fallu recruter des personnes donc complémentaires avec des compétences complètement pluridisciplinaires. Donc toi, école de commerce, les 2 autres. Moi, je sors d'école de commerce, donc j'ai vite rencontré, à partir de ce problème que je voulais résoudre, j'ai vite rencontré un designer industriel, donc Eric. Et comment tu as fait pour le rencontrer ? Le réseau. Sortie des écoles ? Non, le réseau, j'ai discuté avec des amis, j'ai cherché sur mon LinkedIn des amis d'amis, j'ai posté quelques annonces sur des écoles, j'en ai rencontré plusieurs. Puis il y en a un avec qui le contact est passé super bien, Eric, donc, qui était à l'époque, Eric qui a un an de moins que moi, donc qui était en 3e année d'école de design industriel à Strat. Toi, tu as 24 ans, on souligne. Et donc Eric, qui a 23 ans, il m'a rejoint dans l'aventure assez tôt, en fait. Je lui ai dit, écoute Eric, on se connaît pas, j'ai un projet, j'ai envie de changer le monde avec des consignes à casque. Il m'a regardé bizarrement. Et puis après, je lui ai dit, voilà, t'es encore à l'école, moi j'ai besoin d'un jeune qui a l'écro, qui a envie de changer
changer le monde avec moi et de dessiner, de sortir un produit qui va être installé partout. J'ai pas d'argent, je vais te payer des clopinettes pendant quelques mois. De toute façon, je peux pas faire autrement, j'ai rien. Et puis si ça marche bien, on s'associe, on continue ensemble. Et donc voilà, on a discuté 1 heure. Au bout d'1 heure, on était partis. On a commencé à travailler 4-5 mois. À l'époque, j'étais en stage de fin d'études, donc je le drivais sur un cahier des charges que j'établissais semaine après semaine. Tu as fait ton stage dans ton entreprise? Non, je l'ai fait dans une agence de communication événementielle qui s'appelle Ubi Bene, et qui est d'ailleurs une super agence de com pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont des gros budgets de com. N'hésitez pas à faire appel à leur service. Ah, mais on a un grand témoin aussi. Hein. Je crois d'ailleurs que c'est Michel. Et la concurrence, c'est sain. Michel et pas Augustin, peur de la concurrence. Dans les entrepreneurs que je connais, il y a Michel et Augustin qui ont fait des événements avec eux. Bon, allez, on arrête de faire de la pub pour eux, parle de toi. Ouais, j'étais au 4/5e chez eux, j'avais négocié un 4/5e pour avancer 1 jour par semaine sur ma boîte. Ta boîte, ouais. Et donc, quand j'étais sur ma boîte, j'allais dans la rue, j'allais voir les gens avec des casques dans les mains, et puis je leur posais des questions, et puis, parce que moi, j'étais même pas en 2 roues encore à l'époque, donc je leur posais des questions, je leur demandais pourquoi ce casque, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se libérer les mains, et avec ces échanges sur le terrain, donc d'une part avec les conducteurs de scouts et de moto, et d'autre part avec les directeurs de cinéma, les agents de sécurité dans les centres commerciaux, les hôtesses d'accueil partout. Enfin, j'échangeais aussi sur la partie B2B. Je construisais ce cahier des charges et Eric dessinait. Et puis au bout de 4-5 mois, donc l'été 2013, il a fini cette borne à casque qu'on a décidé de produire. D'accord, donc ça, c'est le 2e associé. Vous êtes un 3e associé. Exactement. Donc là, on a commencé à ce moment-là à lancer en production le premier prototype. Et puis, très rapidement, Eric était toujours à l'école, en fait. Et très rapidement, je me suis rendu compte que seul, c'était impossible. Personne pour m'envoyer la balle au quotidien, je veux dire, parce que je m'étais trouvé un mentor entre-temps, donc qui m'a envoyé la balle toutes les 2 semaines. Je le voyais sur des points stratégiques. Il avait quand même un recul assez important pour échanger et pour que je puisse prendre des décisions. Mais au quotidien, j'avais besoin de quelqu'un avec moi pour avancer. Et donc, je suis allé voir dans la promo juste en dessous de moi, en fait, à l'école, sortie de master entrepreneuriat de l'ESCA. Et j'ai recruté un jeune homme, Thomas, qui était un pote d'école, mais que je connaissais, mais on n'était pas non plus les meilleurs amis d'école, quoi. On se connaissait juste. Et il m'a rejoint et il a pris en charge en fait toute la partie technique quand il est arrivé. Donc il est arrivé, il était en stage de fin d'études. Oui, il est sorti de son stage associé et directeur général. Donc ça a vite évidemment évolué pour lui. Et donc Thomas, il a décidé, il est passé CTO de la boîte en fait. Il a recruté 2 ingénieurs en conception mécanique, un ingénieur en électronique, et il manageait aussi Eric sur le design. Et en fait, il a mis en relation ces quatre acteurs qui faisaient du développement, qui faisaient de la conception, avec une usine donc de production, enfin un atelier de production dans un premier temps. Et lui, c'était la plaque tournante entre main libre, l'usine et les ingénieurs. D'accord, alors vous vous lancez sur un marché qui est tout nouveau, enfin c'est vous qui inventez cette idée. Comment on fait effectivement pour trouver une entreprise qui vous suit pour faire un proto quand on a 22, 23 ans, qu'on arrive en disant j'ai trouvé l'idée du siècle et je vais changer le monde avec? Comment on convainc une entreprise qui est forcément un peu plus installée de vous suivre, de faire ce proto, qu'on lui garantit qu'il va être payé, qu'on lui le fait rêver sur le fait qu'il va en produire des centaines et des centaines bientôt? Comment ça se passe? Ça a été, je vous le cache pas, très compliqué. Oui, mais ne nous le cache pas justement. Non, mais surtout qu'on avait, comme je le disais tout à l'heure, moi je sortais d'école de commerce, je savais pas comment on sortait un produit, comment on fabriquait un produit. Donc j'avais décidé de lancer un proto alors que j'avais pas d'ingénieur dans mon équipe à l'époque. Donc forcément, on est allé voir pas mal d'usines qui nous ont, ils nous ont pas rayonnés, ils ont été sympas, ils nous ont reçus, mais ils nous ont pas toujours répondu. Et puis quand ils nous répondaient, ils nous sortaient des prix évidemment qu'ils savaient qu'on pourrait jamais valider, confirmer. Sortir un produit avec juste des plans, des dessins, c'est compliqué. Et en fait, Eric, mon associé designer, il avait fait un stage dans un petit atelier de production qui est à Montreuil, en fait, dans le 93. Et il nous a dit, écoutez les gars, moi je les connais bien, on pourrait faire un proto là-bas. C'est un mec qui bosse à la mano, il fait ça à l'œil, et puis il a des petites machines, et puis il peut le sortir. Et donc, on est parti. C'était le seul, en fait, qui nous a répondu avec une offre de prix convenable. C'était tenable. Tenable. Enfin, quand je dis tenable, il a quand même fallu aller voir le banquier pour emprunter. Donc, tu vas nous raconter ça après. Je vais en parler aussi de l'aspect financier. Mais on a lancé ce proto avec cet atelier à Montreuil. Ouais, je pense que c'est plus facile de trouver des entreprises partenaires parce qu'elles peuvent se projeter
que d'avoir le soutien des banques. Je pense que c'est plus compliqué. Là, on a pris un artisan, un gars donc, qui nous a produit notre premier proto. Pas complètement fonctionnel, pas complètement dans les délais qu'on voulait, mais ça marchait. Ça nous a permis de l'installer en mois de mai 2014 au Nouma, donc dans ce lieu de l'entrepreneuriat parisien, donc, dans le 2e arrondissement. Donc le Nouma qui nous a ouvert ses portes d'une manière super sympa, super accueillant. Allez-y, testez votre produit. J'en ai évidemment un peu honte aujourd'hui, mais il marchait pas très bien mon produit à l'époque. Mais faut tester. évidemment, plus tôt on installe un produit, mieux c'est. Donc là, on a commencé à faire un petit peu la preuve du concept avec des gens qui arrivaient, qui voulaient déposer leur casque. Ça marchait pas toujours. Qui pouvaient pas. Ça marchait pas toujours, mais au moins ils voulaient le faire et ils étaient prêts à payer pour le faire. Parce que je vais revenir sur le modèle économique, mais c'est l'utilisateur qui paye. Ils pouvaient pas le retirer surtout. Et parfois, ouais. C'est plus compliqué. Il y a un gars. Vous vendez des casques maintenant, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a une fois pas réussi à le retirer le soir même. Bon, je précise que c'était encore un prototype, c'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. Mais il a dû rentrer en transport et on lui a rendu le lendemain. Bon, il était sympa. Et donc voilà, on a un test sur un marché bienveillant. Oui, c'est ça. Voilà, comme on lance une application en bêta test avec des bêta testeurs, le faire au Nouma pour nous c'était un bêta test aussi avec des gens avertis. Le Nouma c'est vraiment le lieu des startups à Paris. Et donc il y a beaucoup de gens qui passent et ces gens-là sont des gens qui ont l'habitude de demander du feedback et d'en donner. Donc du coup, ça nous a permis d'améliorer notre produit. Entre-temps, on avait recruté nos ingénieurs. Donc deux ingénieurs en conception mécanique, encore une fois via LinkedIn, donc des amis d'amis, des relations plutôt, qui ont bossé en freelance pour nous, donc pour pas grand-chose aussi. Ils croyaient à fond au projet. Moi, j'ai toujours eu... Une de mes grandes qualités, c'est mon côté fédérateur. En fait, j'ai toujours eu cette capacité à attirer des gens autour de moi et autour de mes projets. Donc, comme j'ai fait avec Eric et Thomas, mes associés, mais c'est ce que j'ai fait aussi derrière avec les 3 ingénieurs, donc 2 en conception mécanique, Hugues Emilien, et 1 en électronique, hardware, donc Fabien. Et donc, les 3, ils avaient commencé à travailler et ils ont pu lancer une vraie borne avec une vraie usine. Et donc là, comment trouver cette vraie usine ? Une fois qu'on a fait la preuve du concept avec un premier proto, c'est plus simple. On en a interrogé plusieurs en fait, il y en a une qui s'est détachée. Donc c'était très rigolo la manière dont ça s'est passé. J'ai un ami donc d'école, mon colocataire d'ailleurs, qui avait posté sur Twitter un concours où on voyait le visuel de la borne. Et son père, qui est dans l'industrie, a vu ce tweet, a vu la borne, et il a dit à son fils, écoute, je sais pas qui c'est qui fait avec ça, mais j'ai envie de le rencontrer et je veux le sortir de mon usine. Je veux sortir ce produit de mon usine. Et donc, forcément, quand on a un industriel comme ça qui nous appelle, qui nous dit, écoutez, votre produit, je veux le faire chez moi, et on peut le faire dans des délais de fou, à des prix de fou, parce qu'on internalise tout, forcément, on le rencontre, et puis on arrive à tomber d'accord. Donc, c'est ce qu'on a fait, et là, on est en train de produire 26 bornes chez lui. 26 bornes. Donc, on va revenir sur effectivement où on trouvera bientôt ces 26 bornes. Tu nous as parlé de plusieurs choses qui coûtent un petit peu d'argent, faire un proto, recruter même des freelances. De combien est-ce que tu as eu besoin au départ ? Comment tu as fait pour trouver l'argent qui te permettait justement de lancer tout ça ? Parce qu'effectivement, l'amorçage d'une entreprise, surtout une entreprise industrielle, ça coûte de l'argent. Comment fait-on ? Alors, au tout début, c'est le capital social, donc c'est ce qu'on apporte donc, avec ses capital social de 10 000 euros, vous aviez mis, donc chacun... 2 500, on peut apporter que 50% au début, ouais. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc 2 500 chacun, on était 2 à l'origine. Oui, donc il manque encore 5 000 pour être à 10 sur le capital de départ. Après les 5 000 sont arrivés derrière, donc on a participé quand même à pas mal de concours. Alors, c'est important, on a gagné un premier concours avec du Crédit Agricole. Ensuite, on a eu la chance de pouvoir emprunter. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'en France, c'est très compliqué d'emprunter auprès des banques. Écoutez... Donc, une fois créé, vous avez convaincu un banquier de prêter de l'argent. Oui, je suis allé voir mon banquier. Non, c'est même en créant la boîte que je lui ai dit, il me faut de l'argent, je construis mon premier prototype. En fait, à l'époque, il y avait encore le PCE. Je ne crois plus qu'il existe aujourd'hui, je ne suis pas complètement sûr. Le PCE... Après la création d'entreprise. C'est ça, qui permet de récupérer 7 000 euros, plus on fait levier sur un prêt bancaire du double. Donc, du coup, on a récupéré 21 000 euros au total sur ce PCE. Alors, c'est vrai que le fait qu'on ait une dimension industrielle, produit, ça a peut-être joué. Après, si la boîte demain plante, je ne sais pas ce que ma banque va faire de mes bornes, mais ça a marché, c'était très bien passé. Pourtant, je n'avais pas forcément des grosses compétences en finance, mais on a échangé avec mon banquier, je m'entends très bien avec lui, il croit au projet et on a emprunté 21 000.
pour produire, donc pour lancer ce premier proto, pour dépenser les premiers coûts importants. Il faut pas. Enfin, moi, j'entends beaucoup, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui essayent de dépenser le moins possible, qui comptent leurs centimes près. Je pense qu'ils perdent du temps. Je pense que savoir investir. Ouais. Eric, t'en penses quoi ? Il faut savoir aller vite. C'est time to market. C'est ça. Et pourtant, Dieu sait si mon projet prend du temps, parce que développer ce produit, ça en prend du temps. Mais si on reste dans son coin, à bosser de chez soi, donc dans des conditions compliquées, à pas vouloir faire une seule dépense de marketing, un truc tout simple, mais imprimer des flyers avec un petit visuel dessus, où il y a nos bornes et qu'on donne dans la rue, dès qu'on voit un gars avec un casque, qu'on soit au boulot, pas au boulot, dans la rue, dans un bar, on voit avec un gars avec un casque, on leur montre notre produit, quoi. Il n'y a pas que les réseaux sociaux qui sont gratuits, il y a aussi plein d'autres supports qui existent, qui parfois sont payants, et on met un peu de budget, quoi. Pareil, pour faire une belle vidéo, pour faire un beau site web, il faut un petit peu de budget aussi, et c'est ce qu'on a fait. Voilà, le premier problème, emprunt... c'est que faut réussir à rester sur le centre du projet et sa valeur ajoutée réelle. C'est-à-dire que la valeur ajoutée réelle de l'entrepreneur sur le fait de faire lui-même son propre site web, je crois que c'est plus contre-productif. Le temps qu'il va y passer, c'est autant de temps qu'il ne passe pas sur son produit, la commercialisation du produit, qui sont le cœur du business. Le reste, c'est autour, et il faut que ce soit fait par des pros. Exactement. Voilà. Alors après, se débrouiller pour trouver des pros qui veulent investir, faire pas moitié prix, etc. Ça, c'est encore un autre sujet, mais chacun son boulot, quoi. Faire adhérer d'autres personnes au projet, donc pas forcément avec de l'intéressement au capital, mais juste avec, on a un projet génial, on est en train de le lancer, aidez-nous, faites-nous un prix génial, et au final, on arrive à faire de belles choses. Et donc après ce premier emprunt, on a fait une campagne de crowdfunding, on a récolté aussi 10 000 € sur une plateforme, donc Ulule. Donc, contrairement à pas mal de projets, nous, on ne pouvait pas faire de la précommande. Donc, le principe de Kickstarter, par exemple, vous mettez de l'argent dans ma boîte, mais je vous envoie une contrepartie qui est mon produit. Je vous envoie mon produit. Là, je ne pouvais pas vous envoyer ma borne. Quoique, si, on avait fait pour un tarif démentiel, on pouvait vous envoyer une borne de la couleur que vous vouliez chez vous. Mais bon... C'était plus pour le joke. Voilà, c'est ça. On était plus sur des contreparties marketing avec... qu'est-ce qu'on avait ? On avait, vous savez, les casques d'Américains où on peut mettre 2 canettes de bière et comme ça, on met des fils dedans et on peut boire les mains libres. Donc, ça, c'était sympa. De la bière quand on est sur sa moto. Ou de l'eau, non, mais de l'eau, c'est avec de l'eau. Il y avait aussi le shopping les mains libres. Il y avait un personal shopper qui venait, qui portait vos sacs pendant une demi-journée. Enfin, que des trucs sympas comme ça autour des mains libres. Et on a eu 225 participants. Donc au final, c'était une belle opération de com et de financement. Pour 10 000 €. Et effectivement, ça te permet d'avoir tes premiers futurs potentiels clients. Et alors ça, moi, j'aimerais bien que maintenant, tu nous parles effectivement de ton business model, ces futurs clients. Qui va payer ? Qui paye quoi ? Où est-ce que tu mets ces bornes ? Est-ce que c'est les endroits où tu les mets ? Enfin voilà, est-ce que tu peux là nous dire voilà comment ça va marcher, comment je vais gagner de l'argent ? Alors... Nous, on a un produit qui améliore le confort des établissements dans lesquels on va l'installer. Donc, on met ce produit dans des cinémas, on met ce produit dans des centres commerciaux, on met ce produit dans des parkings de gares, d'aéroports, dans des lieux culturels. Tous les lieux, au final, où le casque est encombrant. Et on va voir ces établissements et on leur dit, écoutez, on va améliorer le service, on va améliorer le confort, on va proposer à tous vos clients à 2 roues de se libérer les mains et donc de profiter de leur expérience cinéma, de leur expérience shopping, les mains libres. Et à partir de là, c'est gratuit pour vous, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à payer, on s'occupe de tout, et vous avez juste à nous offrir 1 mètre carré, ou plus si vous voulez mettre plusieurs bornes, aux différentes entrées de votre établissement. 1 mètre carré, évidemment, donc je dirige sécurisé. un centre commercial, c'est gratuit pour moi. Ah oui ? C'est ça ? Ouais. Il faut juste que je trouve un endroit. Exactement. Vous me laissez 1 mètre carré, je pose ma borne et je fais tout. Je m'occupe de la livraison, de l'installation, de la maintenance, du SAV. Vous avez strictement rien à faire. D'accord. Après, comment tu gagnes de l'argent après alors ? Et puis après, on fait payer l'utilisateur. On fait payer l'utilisateur 1 € pour déposer son casque. Donc, il peut payer par pièce directement sur la borne. Ou alors, avec l'application mobile, donc il achète 10 utilisations, une carte 10 utilisations. C'est 1 € pour une durée illimitée ? C'est 1 € pour une durée... On l'a bordé parce qu'il faut éviter les abus. On a mis 1 € pour 4 heures. Donc, normalement, on est sur 1 € par utilisation. Bien sûr. Normalement, on est sur 1 € par utilisation. Ce qu'on ne veut pas, c'est que quelqu'un dépose un casque, parte 3 jours, ou même Marseille, dépose son casque, son casque le matin dans le cinéma à côté de là où il bosse, et puis le soir, il vient le chercher, il nous a bloqué l'emplacement toute la journée. En plus, il n'est même pas client du lieu. On a préféré border. Si vous dépassez les 4 heures, évidemment, votre casque ne va pas se libérer tout seul. Vous avez juste à remettre 1 € pour le libérer à la sortie. C'est 1 € par tranche de 4 heures. Ok, alors dans combien de temps, avec combien de bornes, tu gagnes de l'argent ?
Alors, C'est d'ici... un peu trash, mais Ouais, c'est important. si on installe une cinquantaine de bornes, là, donc on les aura d'ici un petit peu moins de 5 mois. On aura une cinquantaine de bornes installées et c'est selon les prévisions de rentabilité de nos bornes, on va gagner de l'argent donc, sur chaque borne. Avec une cinquantaine de bornes. À partir d'un an, ouais, on atteint le seuil de rentabilité. Et un taux d'occupation de combien de ta borne? On est aux alentours de une dizaine d'utilisateurs par jour. Une dizaine d'utilisateurs par jour. Ok, on va faire une petite pause avec Eric. Eric, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Minings? Est-ce que Minings, envie de nous parler d'un client particulier Minings a 10 ans cette année, donc on vient de fêter notre 10e anniversaire. Pour le coup, ça tombait bien puisqu'on a été élu meilleure agence corporate de l'année. Par nos pairs, donc c'était une belle année 2014. Et la deuxième actualité de l'agence, c'est qu'on vient de racheter une entreprise qui s'appelle 3 Temps, donc qui est une agence corporate d'une vingtaine de personnes et qui est spécialisée sur les problématiques de RSE et d'innovation, donc des choses qui chez nous prennent de plus en plus d'importance, notamment les demandes des grands comptes. Et on s'est dit que compléter notre offre avec celle de 3 Temps permettait de répondre à d'autres attentes de nos clients et de pouvoir encore être plus présent chez eux, parce que le métier d'agent, c'est d'être présent chez ses clients et de répondre à toutes leurs demandes. Donc Minings qui se développe, Minings qui s'intéresse à la RSE, et je crois que toi aussi, en tant qu'entrepreneur, tu t'intéresses au partage de ton expérience tu souhaites t'investir. Je disais tout à l'heure que tu étais mentor au MoveJ. Dans ton parcours, qu'est-ce que ça veut dire de soutenir l'entrepreneuriat jeune ? En fait, moi, j'ai eu la chance de commencer mon expérience professionnelle dans une société fruitière californienne qui s'appelle Apple. Et j'ai pu être au bon moment, au bon endroit, il y a quelques années, et pouvoir faire partie des premiers à parler du multimédia, du numérique, il y a une vingtaine d'années. Et depuis, j'ai jamais arrêté d'innover et d'être dans l'entrepreneuriat. Et je trouve qu'aujourd'hui, à la fois les pouvoirs publics, à la fois les associations, à la fois les institutions créent une dynamique qui est vraiment incroyable et qui est un vrai sursaut à la morosité économique et qui fait vraiment du bien, parce que c'est l'innovation qui crée les jobs de demain et pas les entreprises, on va dire, frileuses. Donc il faut y aller. Nous venons de sortir un baromètre MoveJ Opinionway CIC APCE qui dit que 34% des jeunes lycéens, professionnels et étudiants veulent aller vers la création d'entreprises un jour dans leur vie professionnelle, et 66% avant 30 ans. Ça nous fait un chiffre en valeur absolue de 660 000 jeunes qui veulent se lancer avant 30 ans. Ouais, même donc 10% de ça, c'est génial. Voilà. Et s'il y avait que 10% de ça, ça serait génial. Et c'est une très très bonne nouvelle. Alors justement, toi, tu t'es lancé. On va venir un peu sur qu'est-ce que ça fait quand on est jeune, quand on veut se lancer, quand on annonce à son entourage, je fais des belles études, mais finalement, j'ai pas envie d'aller salarié, j'ai envie de me lancer tout de suite. Comment la nouvelle est accueillie chez toi? Soutenue, pas soutenue, dubitatif? On t'a dit ça ne marchera jamais? Qu'est-ce qui s'est passé? Côté famille, ça s'est super bien passé. De toute façon, moi j'avais ça dans le sang un peu depuis toujours. Une famille d'entrepreneurs, pas du tout? Non, du tout, mais personnellement j'avais ça dans le sang et j'avais envie de créer mon truc. Après, je savais pas à quel moment. Ça t'est venu à quel âge? Comme Obélix, t'es tombé dedans quand t'étais petit? Ça m'est venu. C'est la moustache en fait qui fait ça. Non, je l'avais pas à l'époque. Ça m'est venu tôt. Je dirais. J'avais cette idée qui me trottait un peu dans la tête, on va dire, au collège, au lycée. Ça s'est confirmé en fait quand j'ai rencontré, en discutant et en voyant le succès du frère d'un ami, donc Nicolas Rohr, qui a créé Fago. Lauréat MoveJ. Qui est lauréat MoveJ aussi. Première année, 2010. Et je trouvais ça génial ce qu'il avait fait. Je trouvais ça génial. Et c'était un peu mon modèle. Je me suis dit qu'un jour j'avais envie de faire comme lui. Je savais pas quand, encore une fois. Et puis, quand j'étais à l'école, donc j'ai fait moi l'ESCA, qui est une école de commerce post-bac à Angers, j'ai fait pas mal d'associatifs et je suis devenu, j'ai fait les campagnes BDE, je suis devenu président du BDE de l'école, j'ai motivé, fédéré des étudiants autour de moi dans un projet qui a duré longtemps, parce qu'une campagne plus un mandat, ça fait 2 ans au total. 2 ans, ouais.
Et je trouvais ça génial, cette mini-entreprise. Tu t'es testé. Ouais, je me suis testé du management, des responsabilités. Emmener les gens derrière soi, le leadership. Exactement. Et j'ai adoré ça, même si, évidemment, c'est beaucoup de pression. J'ai adoré ça. Et ça a été, on va dire, ma première expérience de l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, mais au final, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Il suffit d'y aller, il suffit de foncer. Je me suis rendu compte que j'aimais aussi prendre des risques, j'adorais la prise de risque. Et donc du coup, donc je me suis orienté après cette expérience-là. J'ai directement dit, je veux faire le master entrepreneuriat donc de l'ESCA. Et avant le master, donc il y avait un semestre à l'étranger. Donc moi, je suis parti en Chine. J'avais un semestre en Asie, donc plus précisément à Canton. Et ça me faisait encore penser à Nicolas, qui avait eu son idée quand lui aussi était en Chine en échange. Et dans ma tête, je me disais, mais moi, il faut que je revienne de Chine avec mon idée. Je peux pas revenir les mains vides. Je peux pas revenir les mains libres. Il faut que je revienne avec mon idée. Il faut que quand je rentre, je démarre mon master entrepreneuriat sur une super idée que j'aurais trouvée là-bas. Et puis après, si ça marche bien, on continue, quoi. Et donc, j'étais un peu attentif à tout ce que je voyais, j'étais curieux, je prenais des photos de tout. Les gens, parfois, ils me regardaient bizarrement parce que je m'arrêtais sur des trucs, des détails. Et à un moment, j'ai vu, c'est pas une illumination, mais j'ai vu un produit un nouveau qui était dans les musées, qui était dans les cinémas. C'était un rack horizontal pour mettre son parapluie. C'était une consigne à parapluie. J'ai vu ça dans pas mal d'endroits, donc en Chine. Et les Chinois, en fait, qui ont des super beaux parapluies, des Louis Vuitton, des Chanel, donc des parapluies à 200, 300 euros parfois. Ils arrivent dans le musée, ils arrivent dans le ciné, ils arrivent dans le centre commercial, ils mettent leur parapluie à ce truc-là, là. Ils accrochent avec une petite clé, ils prennent la clé et ça mouille pas. Et ils ont les mains libres et ils profitent de la vie avec un parapluie qui est sécurisé. Comme c'est un parapluie de valeur, pour eux, c'est important de le sécuriser. Et c'est top. Et ça, c'était mon idée de base. Quand je suis rentré en France, je me suis dit, ce produit, c'est génial. On a de la pluie aussi en France. Je devrais juste l'importer, le revendre. Et donc, ça va marcher du feu de Dieu. Je vais faire plein d'argent super facilement parce que j'aurais même pas développé un produit. J'ai juste à le prendre et à le revendre dans tous les musées, dans tous les cinémas de France. Et à partir de là... Donc, du parapluie au casque. Ouais, ça a vite pivoté. Parce que, donc j'en ai commandé 3 que j'ai commencé à tester un petit peu. Et en fait, je me suis rendu compte très vite en interrogeant les gens dans la rue et puis même les lieux, qu'on n'avait pas du tout la même culture du parapluie. On n'a pas les mêmes pluies que chez eux. On a des pluies, des petits crachats tout le temps dans l'année, à part au mois d'août où il fait un peu plus sec et encore. Alors qu'eux, ils ont des pluies saisonnières. C'est pour ça qu'ils ont des parapluies de qualité. Moi, je me souviens quand j'étais là-bas et que j'avais pas de parapluie, tout le monde me montrait du doigt dans la rue. Mais ici, personne, en France, pas grand monde ne porte de parapluie. Et si vous en avez un, c'est plutôt un parapluie de basse qualité que vous vous en fichez de le protéger ou pas. Et en revanche, quand j'ai interrogé ces gens-là dans la rue, j'étais dans la rue, beaucoup à Paris, notamment devant les Galeries Lafayette, où je voulais mettre des bornes, des consignes à parapluie. Et ce que je voyais dans les mains des gens, c'était pas des parapluies, c'était un autre objet accessoire encombrant qui coûte cher, c'était le casque. Et c'est là où j'ai commencé dans mes questionnaires à ajouter des questions sur les autres objets, sur le casque notamment. Et je me suis rendu compte, mais c'est génial, ce produit-là, il coûte cher. Ce produit-là, ils le gardent avec eux parce qu'ils ont peur de se le faire voler dans leur scoot ou dans leur moto. Et ce produit-là, il n'y a pas de solution pour le stocker, quoi. Il est fragile. C'est ce que j'allais rajouter. Ouais. Et il est fragile. Le casque, il tombe 2 fois, 3 fois. Exactement. Et c'est donc de l'idée initiale, conseillée à parapluie. Je me suis dit, il faut développer un produit. Non, mais ce qui est génial, c'est que c'est une problématique hyper simple. Le besoin, il est hyper simple, mais avec une réponse qui, techniquement, technologiquement, est un vrai challenge. C'est-à-dire que, oui, faire une consigne, oui. On n'est pas dans les consignes de la gare de papa... moche, etc. Alors, je ne sais pas si les auditeurs peuvent voir des images associées au projet, mais vraiment, on a un vrai produit avec une vraie vision du design industriel et qui a une vraie réponse technologique. Enfin, le fait d'intégrer le smartphone avec des objets aussi sécurisés et dans des milieux quand même relativement hostiles, c'est une vraie prouesse, quoi. Ouais, on est arrivé vraiment à quelque chose de très abouti en partant du parapluie chinois. Alors, on arrive à la fin de cette émission. François, est-ce que tu pourrais nous dire en 2 phrases ce que c'est que pour toi entreprendre, quelles sont les principales qualités qu'il faut quand on se lance, ou celles auxquelles tu as fait appel toi pour te lancer avec un petit peu de recul? Du recul, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais... C'est plutôt la tête dans le casque. Exactement. Pour entreprendre, je pense qu'il faut être très optimiste. Il faut y croire tout le temps. Il faut jamais rien lâcher. Il faut être persévérant.
On peut se tromper 100 fois, la 101e fois, si on a raison, ça sera top parce que ça marchera. Je pense qu'il faut savoir partager le gâteau. C'est mieux d'avoir 50% de quelque chose que 100% de rien du tout. Donc, recruter des personnes de confiance avec qui s'associer, avec qui développer un projet, c'est hyper important. Il y a trop d'entrepreneurs qui veulent tout garder pour eux et qui finalement ne créent rien du tout. Pour créer de la valeur, il faut être plusieurs, il faut arriver à s'appuyer sur des personnes complémentaires. Et puis, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est l'éclate, quoi. C'est faire ce qu'on veut Eric, tous les jours. Quelque chose à rajouter là-dessus? L'entrepreneuriat, c'est l'éclate? Je pense que par rapport à tout ce qui a été décrit, en commençant du BDE jusqu'au voyage, c'est l'envie de construire quelque chose, c'est l'envie du voyage, et ce qui est important, c'est le voyage, c'est pas la destination, et c'est avec qui on fait le voyage qui est et les rencontres qu'on fait. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça, et j'étais président de la junior entreprise, donc il y a des moments où c'est assez étonnant de voir que la fédération de ces énergies passe toujours par des profils qui se ressemblent un petit peu, et c'est tant mieux. Merci François Jaubert, fondateur de Main Libre. Un grand merci à Éric Lemoine qui nous a accompagnés sur ces 2 émissions. Éric Lemoine, directeur général associé de Meanings. C'était donc la 157e émission de We Move J, l'émission qui met en valeur les jeunes entrepreneurs. Nous étions sur We Do Biz, la radio des TPE-PME. À très bientôt.